la fin du XVIIe siècle, dans un modeste traité d'architecture, un érudit berrichon écrit « Hôtel, on nomme ainsi les maisons moins belles que les palais et plus belles que les simples logis. Paris est la ville la plus superbe en hôtel. » Et Sauval, 30 ans plus tôt, Sauval, le grand historien de Paris, dont la Somme est restée inachevée et parue de façon posthume au début du XVIIIe siècle, écrivait dans son manuscrit, sans doute vers 1660, « Il n'y a point de quartier qui ne soit rempli de palais qu'on ne peut pas comparer aux plus beaux édifices des Romains. Le nombre des palais et des hôtels est si grand qu'on en compte plus de 2000. Ce chiffre, naturellement, est très étonnant, puisque ce que l'on trouve dans les guides parisiens pour cette époque relève plutôt de quelques centaines, que l'on trouve représentés en élévation sur le plan de Paris de Jacques Gomboust de 1652, plutôt une centaine d'hôtels, de ces grandes maisons que Jacques Gomboust, le cartographe, s'attache à représenter en élévation cavalière pour les distinguer des maisons ordinaires qui ne représentent que par des pointillés, et que les hôtels qui ont été gravés par Jean Marot au milieu du siècle se comptent par quelques dizaines seulement. Mais le glissement du sens du mot hôtel, qui était précédemment réservé au logis des princes et des grands abbés, comme l'hôtel de Cluny par exemple, ou l'hôtel de Bourbon, est significatif de la place nouvelle occupée par ces maisons qui s'embellissent, qui s'agrandissent, qui prennent en quelque sorte un poids monumental, qui amène à les faire changer, si je puis dire, de statut sémantique. Et vous voyez que Sauval franchit un pas de plus en les désignant même comme des palais. Si l'on cherche à replacer l'histoire des hôtels parisiens dans l'évolution de l'histoire de l'architecture française à l'époque moderne, on peut dire que le grand tournant qui affecte cet habitat privé naturellement présent déjà dans le Paris médiéval se situe, et le troisième temps, si je puis dire, de ce grand mouvement de renouvellement de l'architecture française. On a longtemps considéré que la Renaissance commençait au début du XVIe siècle, avec les guerres d'Italie. Aujourd'hui, on mesure mieux que cet épisode a des conséquences limitées, magnifiques du point de vue du décor à l'antique, mais que la grande coupure, le grand tournant, comme l'a appelé Henri Zerner dans son grand livre sur l'art de la Renaissance en France, ce sont plutôt les années 1540. Le moment où, pour ce qui nous concerne en architecture, on adopte le langage des ordres antiques, la syntaxe des ordres, et que donc ce vocabulaire va venir orner les façades des demeures particulières, d'abord des palais, le palais du Louvre, puis des grands hôtels, et que va se poser tout au long de la période qui nous occupe, de cette période moderne, depuis les années 1540 jusqu'à la Révolution, la question de savoir est-ce que ces logis particuliers, ces hôtels qui ne sont pas des palais, qui ne sont pas habités par des princes, doivent recevoir cet apparat d'ordre magnifique comme les églises et comme les palais du roi et des princes. Ce sujet, nous ne l'aborderons pas ce soir. La deuxième grande coupure pour l'histoire de l'architecture, c'est au début du XVIIe siècle, l'irruption dans le paysage parisien d'un nouveau type d'église, l'église à la romaine, peut-on dire pour faire bref, qui reprend en fait des modèles des années 1540, Santo Spiritu Insatia, bien avant le Jésus que l'on cite toujours. Mais pour les hôtels, la coupure intervient plus tard. C'est dans les années 1630-1640 qu'on voit
se multiplier, si je puis dire, non pas toujours l'apparition, car presque toujours, tout ce qui se diffuse de façon massive, s'impose dans le contexte parisien, du point de vue de la distribution de ces hôtels, est déjà présent dans des logis royaux du XVIe siècle, ou de façon exceptionnelle dans tel ou tel autre palais. Mais c'est à ce moment-là que se diffuse, parallèlement au plan classique de l'hôtel, de nouveaux types de plans, beaucoup plus variés, dont le dernier préfigure ce qui sera l'objet du cours prochain, c'est-à-dire l'immeuble de rapport moderne qui s'est développé, qui a connu son grand s'est mis en forme à la fin du XVIIIe et a connu son grand épanouissement au XIXe siècle. Mais, si je puis dire, là, j'essaie de marquer une coupure dans, en fait, une longue durée, beaucoup plus grande, où, dès les origines, si je puis dire, enfin du moins le plus bel hôtel, un des plus beaux hôtels que l'on peut saisir après la guerre de Cent Ans à Paris, qui a été reconstruit précisément après la guerre de Cent Ans. L'hôtel médiéval qui le précédait a été rasé, l'hôtel de Cluny d'une part, et de l'autre côté, l'hôtel Amelot. Ces deux hôtels, au début du XVIIIe siècle, ces deux hôtels que tout sépare, comme vous le voyez du point de vue de l'ordonnance des façades, de la silhouette apparente, des apparences en tout cas, du point de vue des distributions, ne sont pas si loin l'un de l'autre, et c'est un petit peu ce paradoxe que je voudrais vous montrer, si je puis dire, en prenant en quelque sorte un petit peu le contre-pied ou une voie différente de ce que j'ai traité la semaine dernière, en voyant comment le château fort se défaisait en château de plaisance puis en maison de plaisance, et bien là montrer aussi, à côté des innovations que nous verrons en deuxième partie, comment un même parti de plan très singulier qui caractérise les logis parisiens et plus généralement peut-être le logis français, distingue ceci des logis italiens. Et que donc dans ce contexte où on parle toujours de l'expansion de l'art italien, les peintres vont chercher naturellement leurs grands modèles dans la statuaire antique et dans les grandes fresques et les toiles des grands maîtres italiens, dans les gravures qu'ils produisent parallèlement aux maîtres allemands. Les architectes, eux, si je puis dire, restent en quelque sorte solidement campés sur leurs habitudes, sur leurs usages, car ils répondent à des usages sociaux qui perdurent, comme toujours, par la force de l'habitude et ne sont entamés que peu à peu par telle ou telle nouvelle commodité qui séduit ou nouvelle disposition qui séduit et qui ensuite, naturellement, peut se répandre. Et donc, l'hôtel des Abbés de Cluny, qui est bâti à la fin du XVe siècle, comme vous voyez, présente un parti de plan, et quand je parle de parti de plan, c'est-à-dire la disposition générale des masses architecturales sur la parcelle que l'on bâtit, et en ville, la parcelle est très contraignante, comme chacun sait, le terrain possédé par quelqu'un qui veut y bâtir, c'est très difficile d'agrandir cette parcelle parce qu'il faut négocier avec chacun de ses voisins, donc une certaine stabilité qui s'introduit. Mais quoi qu'il en soit, sur cette parcelle, les masses, et nous allons y revenir, vous voyez, se dispose un grand corps de logis placé entre une cour antérieure, le grand corps de logis, avec sa tour d'escalier, entre une grande cour antérieure, un jardin postérieur, et partent en potence vers un mur qui ferme la cour, 2 corps de bâtiment, et un troisième part également en potence, en retour sur le côté du jardin postérieur. Eh bien, ce parti de plan est encore celui de l'hôtel Amelot, au-delà de toutes les diversités. Un corps de bâtiment principal, vous voyez ici, qui est pris entre une cour et un jardin, qui n'est pas représenté ici sur la gravure, mais qui s'étend assez profondément, avec 2 corps de bâtiment qui s'avancent vers la rue,
fermé par un mur, plus haut ici qu'à l'hôtel de Cluny, mais par un mur. Voilà une structure constructive, un parti fondamental qui est très différent de ce qu'on trouve à Rome, à Venise, à Mantoue, à Vérone, etc. Ici, pour mémoire simplement, un palais romain du début du XVIe siècle, et vous voyez autour d'une cour des corps de bâtiments en quadrilatère, mais le corps principal est sur la rue principale ici, pas de jardin, la cour est au centre et le cœur de la maison, entourée de bâtiments de double épaisseur, avec des loggias superposés, et à Venise, sur le Grand Canal, le palais Grimani, tout à fait typique de ces grands palais, montre un grand portique en profondeur, au-dessus duquel se trouve le grand salon à l'étage, entouré au rez-de-chaussée par des entrepôts et des services, et à l'étage par 2 séries de chambres qui encadrent le salon central. Et ici, cet autre palais romain, pour vous montrer que l'usage de placer des boutiques ouvrant sur la rue de part et d'autre de la porte, au-dessus duquel on trouve les pièces principales de ce palais, qui est, là encore, dont le corps principal est sur la rue. Cette idée que le corps principal doit s'écarter de la rue pour se placer en retrait au fond d'une cour est quelque chose donc qui fonde en quelque sorte la longue durée de l'histoire de l'hôtel parisien. Et, si je puis dire, l'irruption, comme le suggère la mise en page de cette page de titre, l'irruption d'un architecte italien, Serlio, qui bâtit un hôtel non pas à Paris, mais à Fontainebleau, à proximité du château royal, pour le cardinal de Ferrare, dans lequel on peut reconnaître, si je puis dire, une expression de ce type français, de l'hôtel particulier. Cet hôtel de Ferrare ne vient que proposer un modèle de régularisation d'un parti qui est déjà établi précédemment. Et donc, on peut dire que l'hôtel parisien de l'époque moderne, sans doute, va de l'hôtel se définit entre l'hôtel de Ferrare et l'hôtel Carnavalet pour aboutir à l'hôtel Salé, à l'hôtel Amelot. Mais en fait, on peut remonter plus amont à l'hôtel de Cluny, et sans doute plus encore si on cherche quelque chose qui s'écarte un peu plus de cette similitude très apparente. Et je vous ai mis sur l'autre côté un hôtel du milieu du XVIIe siècle, enfin extrait du plan de Jacques Gomboust, l'hôtel d'un intendant des finances richissime, rue du Parc Royal, et vous voyez le corps principal entre la cour, le jardin fermé de murs, 2 corps de bâtiments en retour en potence, reliés par un mur écran qui ferme la cour sur la rue, et derrière, il n'y a pas de grande galerie, mais des petits pavillons, substituts possibles, qui s'avancent légèrement sur ce jardin. Ce parti, si je puis dire, est évident pour tous. Un visiteur italien, comme l'architecte Vincenzo Scamozzi, par exemple, qui vient à Paris en 1600 de Venise pour étudier, pour découvrir l'architecture française, souligne que la manière de construire des principaux seigneurs de Paris est assez différente de celle qu'on use ailleurs, écrit-il. Je vous traduis librement de l'italien. La plus grande partie des 30 ou 40 palais qu'il évoque dans son journal de voyage ont la cour ou devant ou au milieu, et encore de très beaux jardins, ou derrière, ou sur le côté. Donc l'idée de l'hôtel entre cour et jardin, il le perçoit tout de suite. Le visiteur de Paris découvre ça, et d'autant plus qu'il vient d'un milieu vénitien tout à fait, où la conception de la grande demeure en ville est tout à fait différente. La forme de leurs édifices, dit-il, est plutôt grande en apparence qu'en réalité. Et pourquoi ? Il l'explique, parce qu'ils entourent de fabriques les cours d'une grande ampleur.
Donc le entre les petites cours des palais vénitiens ou même romains, sauf naturellement les très grands palais comme le palais Farnèse, mais les cours relativement modestes, l'échelle est différente. Et il dit, ils mettent au milieu l'entrée, au milieu du corps principal, l'entrée et les escaliers principaux, avec la salle à droite et à gauche, les salles principales. Puis les braccia, dit-il, de ci et de là, qui ont des portiques pour se promener à couvert. Et naturellement, ça oppose le palais italien qui cherche des loggias ouvertes, des portiques ouverts à l'air, et la galerie, c'est le mot français, que Scamozzi traduit par loggie da passeggiare al coperto, des loges pour se promener à couvert. Devant, ils font l'entrée. Eh bien, cette description de Scamozzi en 1600, le médecin Louis Savot, qui publie le traité fondamental sur la manière de concevoir la demeure française, mais en fait plus particulièrement parisienne, car c'est un Parisien, même s'il vient d'Autun, si je me souviens bien, il écrit et vit à Paris, et il a en tête naturellement les grands modèles, le palais du Luxembourg et tous les grands palais qui sont autour de ce modèle trop grand pour son objet, mais auquel il fait allusion malgré tout, plus ou moins directement. Louis Savot nous décrit de la même manière la conception de l'hôtel. Les corps de logis simples, c'est-à-dire simples en épaisseur, prenant leur jour d'un côté sur la cour vers l'avant, généralement sur la cour, de l'autre côté vers l'arrière, généralement sur un jardin, les corps de logis simples sont plus ordinaires en France qu'en autres lieux. C'est exactement ce que disait Scamozzi. Cette forme se pratique ordinairement et naturellement, l'architecture est toujours faite de faits ordinaires, d'ordinairement et d'exceptions, qui tiennent au site, qui tiennent aux contraintes des parcelles, qui tiennent aux caprices du commanditaire, et on ne saurait naturellement faire rentrer toutes les constructions parisiennes, tous les hôtels, dans des typologies très serrées. Néanmoins, l'une d'entre elles domine de façon éclatante, ordinairement, donc, cette forme se pratique en bâtissant sur les quatre côtés d'une cour, sur l'un desquels on dresse le corps de logis principal, opposé à la face de l'entrée, c'est-à-dire au fond de la cour, étant presque toujours plus large et spacieux qu'aucun autre, principalement aux villes, puisqu'il traite aussi des logis à la campagne. Sur les deux autres côtés, joignant le précédent, on dresse deux autres corps d'hôtel, appelés bras, ailes ou potences, en l'une desquelles on construit souvent, et voilà le terme qui revient, souvent une galerie. L'autre s'emploie en divers logements. Et naturellement, ce parti est aussi celui de la maison des champs, du château. Les bras ou ailes ne doivent avoir aux villes tant de largeur qu'aux champs, dit-il, etc. Et je saute ce qui suit pour reprendre. Le quatrième côté est celui de l'entrée qui doit être opposé directement à la face du principal corps de logis. On le bâtit ordinairement en terrasse, à un seul étage au champ, donc ce qui est aussi le cas quelquefois à Paris. L'hôtel de Sully en est un bel exemple, restauré, débarrassé de la surélévation qui fermait cette terrasse et qui subsistait précédemment à l'hôtel de Mayenne, un peu plus loin dans la rue Saint-Antoine. Donc on bâtit sur le quatrième côté du côté de la rue, quelquefois en terrasse, pour rendre les vues de tout le logis plus gaies et plus libres, ce qui ne se doit pratiquer aux villes pour les raisons qui en ont été déduites, c'est-à-dire pour se garder des voleurs. Toutefois, ce côté de devant aux villes doit être exaucé, quoiqu'il soit bâti en corps de logis que les autres, pour rendre la cour plus gaie. Et en fait, on voit de facto qu'il y a de ce côté-là, de ce parti de plan général assez ordinaire, trois variantes. Effectivement, le corps de logis un peu plus bas pour rendre la cour plus gaie, mais assez haute pour bien fermer la cour.
le corps de logis en terrasse, comme au champ, et on se moque des voleurs, on espère pouvoir s'en bien garder, ou le simple mur, comme nous en avons déjà vu quelques exemples. Eh bien, cette disposition, on peut l'illustrer naturellement assez facilement, et vous voyez que l'hôtel de Ferrare, de l'italien Sébastien Serlio, en 1540, reprend, si je puis dire, le parti français de l'hôtel de Cluny, en se contentant, d'abord parce qu'il a une parcelle régulière, alors que l'hôtel de Cluny vient s'installer sur la parcelle donnée par le tissu médiéval dans lequel il s'insère, à proximité des thermes de Cluny. Il présente, vous le voyez, le même parti de plan. Alors, cet hôtel de Cluny présente cette singularité d'être adossé à des ruines monumentales qu'on utilise partiellement pour des écuries sur le côté, qu'on utilise aussi pour les parties hautes pour avoir une sorte de belvédère sur la ville, mais le plan est bien celui-là, un corps de logis principal entre cour et jardin, deux ailes en retour sur la cour, fermées par ce mur crénelé que vous connaissez bien. Et d'un côté, à gauche, un portique ouvert au rez-de-chaussée et une galerie fermée à l'étage, la galerie couverte traditionnelle de l'architecture française. Là, ici, la tour d'escalier que vous devinez simplement de profil saille dans la cour et vient isoler la seconde partie de la cour où se trouve la seconde aile occupée par la grande cuisine, donc par une partie de commun. Et donc on voit s'esquisser déjà à l'hôtel de Cluny ce balancement entre une aile contenant galerie ouverte et galerie fermée, superposée, et de l'autre un corps de logis contenant le service de bouche de l'hôtel. Et on voit, sous une forme qui va changer notablement ultérieurement, le rôle de pivot de l'escalier que l'on pourra mieux apprécier dans les plans détaillés que je vais vous montrer dans un instant. Au revers, la façade du corps de logis principal ouvre sur un jardin. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus simple que la façade sur cour, et précisément, du point de vue de l'organisation de l'hôtel, le basculement des ornements architecturaux de la cour sur le jardin est un moment important qui s'opère dans la seconde moitié du XVIIe siècle. On voit que le cœur de la maison va cesser d'être la cour pour être plutôt le jardin. Et donc le jardin la façade sur jardin va s'orner davantage. Bien sûr, il y a des exceptions légèrement antérieures, comme l'hôtel de Sully, qui a une façade sur jardin aussi belle que la façade sur cour, mais on va voir bientôt des hôtels qui sont plutôt plus ornés sur le jardin que sur la cour. Mais ici, vous voyez, au contraire, elle est plus nue que la façade sur la cour. Et en retour, un corps d'hôtel en potence qui ne contient pas de galerie, mais la suite des appartements que nous allons voir et la chapelle en hors-d'œuvre au premier étage, portée par un élégant pilier devant une autre petite loge ouvrant sur le jardin. Et on voit reparaître, je n'aurai pas le temps d'entrer dans l'analyse de tous ces éléments composant les commodités de l'hôtel particulier, mais vous pourrez repérer éventuellement au passage, si je n'ai pas le temps de le commenter, la présence sur tel ou tel plan ou dans vos visites des hôtels parisiens de ces espaces ouvrant sous un cabinet en porte-à-faux, que ce soit une chapelle, qui contienne une chapelle ou un cabinet de repos, d'un espace ouvrant sur le jardin et permettant d'être à l'abri pour regarder l'espace du jardin. C'est une commodité naturellement qu'on trouve en Italie. Il y en a de super, par exemple, à la villa de Tivoli. Mais, si je puis dire, c'est là les commodités européennes, le goût pour contempler le jardin d'un lieu couvert, qui est commun en fait à l'ensemble de l'aristocratie, en tout cas de tous ceux qui peuvent avoir une maison bien bâtie et bien conçue.
c'est naturellement la possibilité d'avoir des jardins en cœur de Paris, et quelquefois jusqu'au cœur de Paris, qui donne à ces hôtels particuliers parisiens cette singularité par rapport aux autres hôtels que j'ai évoqués précédemment. Donc l'analyse du détail du plan de l'hôtel de Cluny nous montre bien alors les composants de ces distributions qui vont perdurer à travers le temps. L'entrée sur la rue, quelquefois par une porte cochère et une porte piétonne, comme ici, ou quelquefois par une porte cochère dans laquelle s'ouvre un ventail piéton, si je puis dire, qui entre dans une cour. Vous voyez qu'elle est en quelque sorte un petit peu réduite et se dessine, non pas une basse-cour tout à fait, mais en tout cas un recoin de la grande cour seigneuriale. Et de l'entrée, on a en face le corps principal, simplement, on n'a pas en face de l'entrée l'escalier. On n'a pas en face l'entrée, et c'est naturellement le premier point de ces remaniements qui s'opèrent au cours du XVIe siècle, qui va modifier la forme géométrique, mais non pas la coordination des espaces distributifs. Car on entre dans l'hôtel de Cluny, on entrait primitivement, non pas par la cuisine comme on le fait aujourd'hui, mais par la tour d'escalier, vestige, souvenir, si je puis dire, des usages défensifs, où on entre par le donjon, l'escalier se défend mieux qu'une porte, et donc on n'entre pas dans la salle directement, on passe par l'escalier pour entrer dans la salle. Et vous voyez qu'on a la salle, un petit appartement à droite et le grand appartement bas qui se déploie sur la gauche. À l'étage, si on a gravi l'escalier en vis, on débouche dans une salle haute et une enfilade de pièces. Ce n'est pas tout à fait encore une antichambre, on n'appelle pas ça antichambre à cette époque, mais en fait c'est un petit peu la même fonction. Il y a 2 chambres successives, puis un cabinet, puis la chapelle en retour, et vous voyez que l'enfilade des pièces se fait du côté de la cour. Vous observerez sans doute ultérieurement que l'enfilade des pièces, dans les années 1640-1650, va se faire plutôt du côté du jardin, comme si, précisément, et c'est un des signes de ce renversement, de ce basculement du poids central du cœur de la maison. La cour reste naturellement importante, mais elle commence à être seconde par rapport au jardin. Alors, ce parti de plan, on va le décliner, qui est cristallisé, donc déjà à la fin du XVe siècle. On va le voir se déformer, se dilater, s'amplifier, se réduire de toutes sortes de façons. Pour cela, des architectes publient des plans, des modèles, comme du Cerceau à gauche, et vous voyez que là, c'est un modèle de plan très proche, si je puis dire, par son parti de plan de l'hôtel de Cluny, avec sa galerie ouverte au rez-de-chaussée qui est fermée à l'étage. De l'autre côté, un corps de bâtiment ici, ce ne sont pas les cuisines, c'est un appartement secondaire, les cuisines sont sous le corps de logis principal. Et c'est effectivement une des variantes fondamentales. La cuisine sera-t-elle sous le corps de logis principal en sous-sol ou dans une aile en potence pour repousser la cuisine le plus loin possible? Chaque disposition a ses commodités. En dessous du corps de logis, les plats montent très vite dans la grande salle. Au bout de l'aile, la cuisine ne risque pas de répandre ses odeurs et les risques d'incendie associés dans la maison. Le bruit de vaisselle, tous ces apparats sont repoussés en cuisine. Mais j'attire votre attention sur le fait que l'escalier n'est plus dans une tour au centre, ce qu'on montre encore dans un projet justement en 1623 de Pierre Lemuet, que j'aurais pu montrer à côté, mais je montre la forme moderne, l'escalier plutôt sur le côté, pour dégager cet enchaînement du grand appartement bas, salle, chambre, garde-robe, cabinet, lieu d'aisance, un appartement secondaire de l'autre côté, et vous voyez que là encore,
l'enfilade de pièces, l'enfilade de pièces est du côté de la cour. Donc ne croyez pas ce qui est, si je puis dire, la rumeur que l'enfilade a été inventée au XVIIe siècle. Elle existe à l'hôtel de Cluny, elle existe dans ce modèle de Ducerceau de 1559. C'est un parti assez naturel et l'on le trouve dans des dizaines de châteaux, de grands hôtels particuliers. De l'autre côté, une évocation rapide de l'autre grand recueil de modèles de demeures privées publié par Pierre Le Muet en 1623, manière de bâtir pour toutes sortes de personnes, qui lui traite aussi des petites maisons marchandes pour des marchands, des bourgeois, des artisans d'une travée, deux travées ou trois travées, mais qui va jusqu'aux petits hôtels dont vous voyez un modèle, dont vous avez un modèle sous les yeux. Et vous voyez ici, si vous avez toujours en tête le parti de plan de l'hôtel de Cluny, eh bien, le corps de logis principal entre cour et jardin, une aile avec, là encore, un portique ouvert au rez-de-chaussée, une galerie fermée à l'étage. De l'autre côté, la cuisine, mais la cuisine là, est reportée sur la rue, et de l'autre côté, on a les écuries, et non pas simplement, comme à l'hôtel de Cluny, le logis du portier, car précisément, la parcelle est plus compacte, et les écuries qui, à l'hôtel de Cluny, étaient sur la parcelle des Thermes, doivent trouver sa place dans la parcelle. Et on voit se mettre en place ce balancement, qui est, si je puis dire, le balancement classique de l'hôtel particulier. À gauche de l'entrée, les écuries ou la cuisine. À droite de l'entrée, la cuisine ou les écuries. Au fond, le corps de logis principal par lequel on entre par l'escalier, qui doit trouver sa place sur le côté dans les petites parcelles. Ici, comme dans le modèle un peu plus grand que vous avez là, ou qui peut trouver sa place au centre, entre la salle et l'appartement, comme le disait Scamozzi en 1600. Donc on a vraiment une structure conceptuelle avec laquelle, vous voyez, on joue très facilement et qui, encore une fois, est simplement, ces deux modèles sont la régularisation, à gauche avec l'adjonction de pavillons en saillie qui indique que cette maison est sans doute plutôt pour les champs que pour la ville, mais il suffit de les supprimer pour pouvoir donner à ce modèle sa place en ville, ou de les faire rentrer un peu plus, ces pavillons, de les faire rentrer un peu plus dans l'alignement de la rue pour qu'ils soient suggérés sans être envahissants. C'est ce que fait l'hôtel de Sully, sur lequel nous allons nous arrêter un peu plus longuement, car naturellement, aujourd'hui, c'est l'hôtel du début du siècle, l'hôtel classique du début du siècle, qui peut être exploré et vu le plus facilement. Sans doute beaucoup d'entre vous le connaissez bien, donc je vais l'analyser très précisément, mais en même temps assez rapidement, parce que je pense que les choses sont claires. Simplement, j'ai voulu vous montrer le plan gravé de Jean Marot au milieu du XVIIe siècle, qui est justement celui qui a voulu graver les plans et les dessins de ses contemporains et qui est le meilleur témoin des distributions primitives de ces hôtels, avec quelques corrections nécessaires. La première, c'est que quelquefois il publie les projets de ses confrères et non pas ce qui a été réellement bâti, et quelquefois on prend ce qui est gravé par Marot pour le dessin primitif de l'hôtel, alors qu'il s'agit d'un projet, et la démonstration la plus belle a été faite sur l'hôtel Carnavalet par Jean-Pierre Bablon, qui a montré que ce qu'on avait cru pendant un siècle être le plan authentique de l'hôtel Carnavalet au moment de sa construction était un projet de la fin des années 1650, gravé par Marot. Mais il y a aussi des déformations plus modestes, une régularisation de la parcelle, comme ici, qu'un levé plus précis peut corriger, comme vous le verrez. Et puis, il y a aussi le fait que Marot ne légende pas toujours la fonction de ces pièces, et que le travail principal des historiens de l'architecture,
qui s'intéresse aux hôtels parisiens, c'est de documenter ces plans en légendant la fonction de chacun de ces espaces. En le légendant, si possible, au moment de la construction de l'hôtel, puisque là, c'est la conception de l'architecte qui a bâti, mais éventuellement en le légendant au moment où cet hôtel est habité par un grand personnage, et c'est ce qu'on fait généralement pour l'hôtel de Sully. On ne connaît pas la distribution des pièces autant que des constructeurs de l'hôtel de Sully, mais on connaît très bien comment l'hôtel était habité par le duc de Sully, dans quelle pièce il habitait, dans quelle pièce habitait son épouse, et la fonction de chacune de ces pièces. Et donc, ce qui est en blanc sur ce plan, on peut le légender. Et puis, on peut voir comment l'hôtel a été ensuite occupé par son fils, puis, etc. Et les inventaires après décès sont, pour les historiens de l'architecture du XVIIe siècle, d'un immense concours, parce qu'ils permettent de restituer la fonction de ces pièces, très précisément, à une date donnée, pour une personne donnée, si on peut effectivement placer les mentions quelquefois un peu énigmatiques de certains inventaires. C'est très facile pour l'hôtel de Sully, pour d'autres, c'est plus difficile. Les notaires ne suivent pas forcément l'ordre, si je puis dire, d'une visite touristique d'un hôtel ou d'un ordre architectural délibéré. Mais il y a néanmoins, en général, on arrive à des résultats assez vraisemblables et quelquefois quasi certains. Et d'autre part, ces inventaires, naturellement, là encore, je n'aborderai pas ce point, nous permettent de comprendre le mobilier de ces espaces et donc de meubler ce cadre architectural, ce qui est un autre sujet, et un de mes doctorants, Nicolas Courtin, fait une thèse sur l'architecture et le décor des hôtels parisiens au XVIIe siècle à partir d'un corpus de 25 inventaires très précis qui permet de restituer ce qui a complètement disparu, comme vous le savez bien. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ces restitutions, simplement, celles-ci ont été publiées par Alexandre Gady, que vous avez déjà entendu dans sa petite plaquette sur l'hôtel de Sully, pour vous montrer néanmoins le biais du jardin et la précision avec laquelle, vous voyez, on peut restituer la distribution au temps du duc de Sully en 1634. L'hôtel, donc, vous voyez, sur rue, avec ses deux légères saillies, donc cet écho, si je puis dire, de ce parti de plan à pavillon saillant, qui plaisait tant à Ducerceau, et ramené à des proportions, à des simples avant-corps dans le dessin de la façade sur rue par Jean Androuet Ducerceau. Et on entre dans cet hôtel par ce passage que vous connaissez bien, et la gravure de Marot vous permet de vérifier que la loge du concierge était déjà là. La porte du portier de l'hôtel de Sully se voit dans la coupe de l'hôtel publiée par Marot. On entre dans l'hôtel, donc avec son grand corps de logis au fond, entre cour et jardin, deux ailes en retour, et à gauche, les pièces de bouche, la cuisine sur la rue, avec son petit garde-manger, la salle du commun, et puis le corridor, une disposition qu'on trouve très souvent, un corridor étroit, laissant sur le côté garde-manger et sommellerie, l'endroit où on range la vaisselle, le vin, jusqu'au petit escalier de service qui permet de gagner directement les appartements de l'étage par une distribution privée. Et de l'autre côté, les écuries, les remises de carrosses, et vous voyez aujourd'hui les carrosses modernes qui s'y installent, dans les 4 remises, laissant sur le côté l'écurie et une petite écurie pour les chevaux malades ou les chevaux de prix, les palefreniers logeant en entresol. Les escaliers de secondaire, donc, sont à l'articulation des services et du logis qui vient en retour jusqu'à eux, puisque ces escaliers-services sont l'échappée des distributions depuis l'escalier principal jusqu'à ces petits escaliers. Les distributions de l'hôtel parisien prévoient toujours un grand escalier d'un côté et au bout des appartements, un petit escalier d'échappée. Et là, la distribution de l'hôtel de Sully est, de ce point de vue, tout à fait exemplaire, entrée par l'escalier principal et donc échappée
par les escaliers secondaires. Ceci, Scamozzi n'a pas pu le connaître, mais il a connu des dispositions analogues, Scamozzi a été fortement étonné par ce type de disposition lorsqu'on ouvre la porte dans les hôtels particuliers français, y compris chez le roi au Louvre, eh bien, on tombe sur le mur des chiffres de l'escalier. On n'a pas de vestibule, on tombe tout de suite dans l'escalier. Donc la disposition, la forme de l'escalier a changé, ce n'est plus une vis, c'est, si je puis dire, une vis étirée avec ses volets droites jusqu'au repos. Mais c'est la même disposition. On entre par la cage d'escalier dans l'hôtel. Et vous voyez ici, donc, le passage, malgré tout, se fait plus commode, puisqu'on a un passage direct vers le jardin, ou la montée vers l'appartement du duc de Sully à l'étage, à gauche, une salle basse, à droite, l'appartement privé de la duchesse. De façon assez exceptionnelle, et c'est là, si je puis dire, toujours les nuances, et naturellement les précautions qu'il faut prendre après les généralités que je vous propose, dans cet hôtel, parce que c'est le duc de Sully, eh bien, le duc de Sully loge à l'étage, alors que souvent, monsieur loge au rez-de-chaussée et madame loge à l'étage. Célimène reçoit à l'étage, madame Tubeuf reçoit à l'étage, vous verrez son hôtel tout à l'heure, les dames, madame de Rambouillet reçoit à l'étage, le duc de Rambouillet est au rez-de-chaussée, monsieur Tubeuf est au rez-de-chaussée. Ici, c'est le contraire. Donc, on gravit l'escalier qui occupe, vous le voyez, toute la cage qui monte jusqu'au comble avec ses volets droites. Et on débouche, si on sort, sur une terrasse qui est encadrée par deux portiques, l'un traité en mur renard, appliqué à un mur mitoyen, et l'autre qui primitivement ouvrait, vous voyez le mur renard ici, et là, on le devine sur la gravure de Marot, ces arcades qui ouvrent sur un petit jardin privé disposé sur le côté, qui a disparu, mais que la magie informatique permet presque de restituer en le copiant en quelque sorte. Il suffit d'imaginer ceci ouvert, ce que je ne sais pas encore faire personnellement, mais j'ai pu placer quelques arbres, ce qui était, à vrai dire, sans doute tout à fait anachronique, assez romantique, parce que les jardins privés de l'époque sont plutôt bas, des parterres de fleurs, et non pas des grands feuillus passant au-dessus des murs. Mais ce jardin a disparu puisqu'on a bâti un nouveau pavillon pour précisément accueillir ces nouvelles commodités dont je vous parlerai en deuxième partie, qui supposent des distributions plus larges et plus importantes que les corps de logis simples dont on dispose à l'hôtel de Sully. Et ici, déjà, on a effectivement au fond du jardin un bâtiment, cette superbe orangerie surmontée par une galerie, avec cette échappée sur la place royale, qui fournit, si je puis dire, un second jardin, une sorte de parc à cette résidence, à tous égards exceptionnelle. Voilà le parti classique que je vous ai brossé, si je puis dire, rapidement, mais j'espère assez précisément, pour que vous puissiez mesurer à la fois le côté relatif des innovations qui interviennent dans les premières décennies du XVIIe siècle, et en même temps, si je puis dire, le caractère effectivement de novation par rapport à ce parti classique qui s'est décliné dans les siècles précédents. Tout d'abord, donc, cour et basse-cour. À l'hôtel de Sully, on ne le remarque pas, il y avait une toute petite, vous l'avez peut-être vu, les plus attentifs ont peut-être vu qu'il y avait une toute petite cour de service sur le côté, il y a une petite porte sur le côté. Mais, si je puis dire, c'est quelque chose d'embryonnaire. Ici, à l'hôtel d'Avaux, à gauche, dans ce grand projet d'hôtel d'Ardois-Mansart de l'autre côté, vous avez la juxtaposition classique de la grande cour et de la basse cour, qui entraîne ce désaxement bien observé par tous les historiens des hôtels, l'entrée axée sur la porte dans le corps de logis principal et désaxée
par rapport au milieu de la façade sur le jardin, puisque cette façade couvre les deux cours. Et ceci vaut naturellement pour ces deux hôtels. La basse-cour n'est pas toujours très visible sur le plan gravé de l'hôtel Tubeuf, qui subsiste toujours au 16 rue Vivienne. Il faut être un peu attentif pour repérer où est la basse-cour. Où est la basse-cour? On dit, Henri Sauval, décrivant cet hôtel, dit « il y a 3 cours ». Alors, on voit bien la première, la grande cour. En fait, il faut comprendre qu'il appelle cour ce qui était un jardin, mais qui n'était sans doute pas très aménagé quand il l'a visité, à peine achevé cet hôtel, d'autant qu'il y a derrière le grand jardin des religieux augustins, dont le propriétaire de cet hôtel pouvait jouir. Mais la troisième, où est-elle? Elle est là, tout simplement. Elle se cache, elle est bien nécessaire pour éclairer l'espace de bouche et le garde-manger ici, et la salle à manger qui se cache ici, derrière l'escalier. Donc une petite basse-cour qui sert simplement pour puiser de l'eau, pour avoir du jour, et qui appelle une cour de service, si je puis dire. Hein. C'est la cour de la cuisine, mais les écuries sont ici, et pour le fumier, je ne sais pas trop comment on se débrouille, à vrai dire, dans cet hôtel. La deuxième nouveauté, c'est que les galeries, qui traditionnellement sont, comme nous l'avons vu de l'hôtel de Cluny à l'hôtel de Sully, qui avait aussi une galerie en retour vers la rue, et ici à l'hôtel d'Avaux, la grande galerie en retour vers la rue qui a été recoupée au XVIIIe siècle, qui est occupée maintenant par les salles de musée où subsistent ces cloisons qui la recoupent, eh bien cette galerie en retour, elle vient depuis le premier exemple le plus ancien est rue Vieille du Temple, au 110 rue Vieille du Temple, à l'angle de la rue de Bellem, un hôtel de la fin des années 1610, mais ces galeries en appendice le long du jardin se multiplient dans les années 1630. L'hôtel Lambert, l'hôtel de Bretonvilliers, l'hôtel Bautru, où elle a disparu, et quand elle manque, on la rajoute, c'est ce que fait Mazarin à son grand hôtel qui est aujourd'hui occupé par la Bibliothèque nationale de France, dans le site Richelieu. On ajoute ce qui manque le long du jardin. On comprend bien pourquoi, c'est l'appel naturellement de la verdure. Plutôt que la contemplation de la belle architecture de la rue, on va chercher la beauté des parterres et la lumière plus dégagée sur ces jardins. Il s'agit effectivement, dans ce cas-là, peut-être aussi d'un léger souvenir de l'hôtel de Cluny. C'était une chapelle, mais on avait déjà un corps de bâtiment qui s'avançait vers le jardin. Un espace pieux, mais un cabinet précédait cette chapelle. Et donc, l'idée d'avoir un espace de méditation ouvrant sur le jardin à l'arrière est présent très anciennement dans l'architecture parisienne. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples, vous les connaissez, l'hôtel Lambert étant le plus fameux de ces dispositions, du vestibule auquel on accède par le bel escalier au fond de la cour, on peut entrer dans la grande salle ou dans la grande galerie qui domine le parterre orné de son bassin, comme vous le voyez ici dans cette vue. Et l'on voit que là, la galerie sert en même temps, dans ses sous-bassements, contient les écuries qui trouvent leur échappée sur le quai. Troisième innovation et modification du parti de plan, c'est le doublement du corps de bâtiment. Ce doublement, à vrai dire, existe aussi déjà dans les années, sans doute dans les années 1620, puisque Louis Savot évoque cette disposition en disant que le corps simple est plus ordinaire, mais il parle aussi des hôtels en corps double. En tout cas, on en a un exemple bien conservé à l'hôtel Chalon-Luxembourg. Cette superbe photo que je dois à Alexandre Gady nous montre en même temps très bien l'inconvénient
de ces corps doubles. La raison pour laquelle ils ne se sont pas multipliés, c'est que ne pouvant faire monter la toiture très haut, on est amené à juxtaposer deux combles, l'un couvrant le corps de logis ouvrant sur la cour et l'autre ouvrant le corps de logis ouvrant sur le jardin arrière. Et donc l'eau s'accumule entre les deux versants des toits, et si il y a le moindre empêchement à l'écoulement des eaux, il y a pénétration dans le mur de refend au milieu de la maison, vous imaginez la catastrophe. Et donc, le comble brisé va surtout se diffuser après, dans les années 1650, avec l'invention, ou plutôt la diffusion du comble brisé, que l'on appelle à la mansarde, bien à tort, puisque c'est Pierre Lescaut, comme Jean-Marie Pérouse de Monclos l'a montré il y a maintenant bien longtemps, qui en est l'inventeur, qui l'a mis en œuvre sur le corps de logis neuf du Louvre, et c'est un des exemples de ces, si je puis dire, prototypes sans successeur immédiat dans l'habitation privée, prototypes royaux, mais qui ensuite vont effectivement se diffuser dans les années 1640. Vous voyez qu'ici, nous sommes en 1648, c'est un des premiers exemples donc, de ce comble brisé donc, qui couvre un mur mitoyen. Et au passage, je voudrais écarter une deuxième idée fausse. Le comble brisé n'offre pas de meilleure distribution dans la toiture que les autres, au contraire, car la seule chose que l'on supprime dans le comble brisé, c'est la pointe du comble, c'est pas sa partie basse, on la garde identique. Et donc, les combles sont habitables aussi bien dans un comble droit que dans un comble brisé. C'est le petit terrasson qui remplace la pointe du toit, donc on fait disparaître des greniers et éventuellement des chambres de souillons, de petites domestiques que l'on néglige, que l'on loge comme ça, mais pas les beaux logis que l'on installe, comme vous savez sans doute, au XIVe siècle, au XVe siècle, dans ces parties hautes, dans ces grands combles droits. Donc, le comble brisé, réalisé par Lescaut sur le Louvre, se diffuse très vite puisqu'il est publié, le modèle, le parti constructif du comble brisé est publié par Pierre Lemuer en 1645, après la réalisation des premiers exemples sur des églises à la Sorbonne, puis sur des habitations privées à l'hôtel Lambert et quelques autres. Mais ici, vous voyez, sur un corps simple, le comble brisé n'est pas seulement inventé pour couvrir des corps doubles, il contribue à modifier la silhouette des hôtels et surtout rendre moins coûteux les grandes toitures qui plaisaient tant à l'époque antérieure, et c'était sans doute plus, ce n'était pas pour des raisons climatiques, comme on dit souvent, qu'on avait ces grands toits, c'est parce que ça plaisait d'avoir ces grands toits au-dessus du corps de logis. Puisque depuis, le comble brisé, me semble-t-il, nous protège aussi bien de la pluie et de la neige que les autres. Donc, corps double à l'hôtel de Jars, de François Mansart, dans lequel je ne commenterai pas les distributions puisqu'il a disparu, pour m'arrêter plutôt sur celle de l'hôtel Salé, pour commenter l'avantage de ce corps double. L'avantage de ce corps double, c'est qu'il permet de disposer, si je puis dire, du côté de la cour des pièces, et notamment l'escalier et le vestibule, nous allons y revenir, dont on a besoin, et qui gênait l'enchaînement des pièces principales du grand appartement. Et ici, le dédoublement des corps va permettre donc de mettre du côté de la cour vestibule, escalier, salle à manger, et du côté des jardins, la grande salle, le grand appartement, le grand cabinet, tandis que reste naturellement du côté de la rue la cuisine et ses dépendances, les écuries et leurs dépendances, et ici les remises doivent être placées ici sur le côté. C'est un plan
qui correspond à un relevé de l'hôtel dans les années 1670, et donc qui, pour une fois, nous permet de nous caler assez précisément sur ce qui a été relevé, l'hôtel achevé, et où apparaissent, vous voyez, toutes sortes de détails intéressants, la grande cheminée avec ses 2 poteaux de la cuisine, le four à pain dans l'angle, les stalles de chevaux qui permettent de comprendre combien d'habitants se trouvent dans la maison. Et vous voyez qu'ici, on a eu besoin de dédoubler les écuries, puisqu'une autre est installée au fond du jardin, ouvrant sur la rue arrière. Ce dédoublement se retrouve pratiquement identique dans un grand hôtel, plus imposant, puisqu'on peut avoir ici 2 corps de bâtiment en retour, et donc une aile de commun complète, et ici les écuries et les remises. Mais le plus, si je puis dire, le plus porteur pour l'avenir est sans doute, dans les années 1640, la dilatation des petits hôtels, enfin des maisons sur rue, qui ne sont plus des maisons sur rue, qui deviennent des petits hôtels, avec les signes d'un hôtel. C'est-à-dire non seulement, comme dans l'exemple de Lemuet de 1623, un exemple un petit peu ambigu d'une maison avec 4 fenêtres, mais qui a déjà une porte cochère, qui a déjà une écurie, mais qui n'a pas, vous le voyez, ni remise de carrosse, ni jardin. On est malgré tout dans un registre un petit peu inférieur, hein, des grandes maisons bourgeoises. Et là, sur le côté, cet immeuble qui est le petit hôtel de Denis Marin, que vous connaissez peut-être de vue, puisqu'il est à côté de l'hôtel de Soubise, rue des Francs-Bourgeois, avec sa belle façade sur rue, beaucoup plus importante, vous voyez, que le modèle de Lemuet, puisqu'il y a 6 travées de fenêtres, une grande porte cochère qui débouche, ou plutôt qui débouchait dans la cour à la hauteur de cette fenêtre changée. Ceci pour vous rappeler une fois de plus que tous les hôtels ont subi des altérations plus ou moins importantes qu'il faut, si je puis dire, supprimer, et l'idée pour comprendre le fonctionnement initial de ces demeures, mais qui possède donc le corps de logis principal, un grand escalier, une aile en retour, mais aussi au-delà des remises, des écuries, un jardin. Et donc, on voit se développer un nouveau type d'hôtel. Et ici, c'est très, très significatif que cet hôtel se soit augmenté 3 fois au cours du temps. Un premier noyau, 1642, une deuxième fois en 1656, ensuite en 1712, puis en 1740. On a peu à peu augmenté, occupé la parcelle et créé effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel Dassy. Mais naturellement, dès l'époque, on voit s'opérer d'un seul jet cette amplification de ces hôtels sur rue, surtout lorsque le paysage y invite, lorsqu'on est sur le bord d'une place, les hôtels de la place, les maisons de la place Royale qui avaient été conçues pour des marchands de soie dont la manufacture devait s'installer, a été installée même au fond de la place, ces maisons de bourgeois se sont trouvées sur un espace si beau qu'elles ont été occupées pour beaucoup par les plus grands noms de l'aristocratie française, comme vous savez. Et donc, effectivement, sur la place Royale, je vous renvoie au beau catalogue, là encore, d'Alexandre Gady, sur la place Royale, ces hôtels conçus comme des maisons bourgeoises de marchands, comme les maisons des grandes places flamandes sont devenus des hôtels particuliers, et quelquefois précisément en se doublant en épaisseur sur leur cour arrière, ou en construisant des ailes en retour assez importantes, en rebâtissant les escaliers primitifs. Mais l'hôtel de Lauzun, lui, d'emblée, parce qu'il est bâti sur les quais de l'île Saint-Louis, construit son corps principal sur le quai. Alors, du coup, une disposition tout à fait différente. En sous-sol, et on y descend par l'escalier, la salle du commun, la grande cuisine, les caves, vous le voyez, mais une cuisine qui est assez largement
ouverte sur le quai avec ses grandes baies qui sont plus que des soupiraux pour donner à ces caves, malgré tout, une lumière suffisante. Le deuxième plan vous montre le rez-de-chaussée, et donc là on a le vide du sous-sol simplement, et au rez-de-chaussée, sur le côté de ce vide, au-dessus des caves, là c'est le vide de la cuisine et de la salle du commun, la loge du portier dans la même position qu'à l'hôtel de Cluny, où vous avez toujours le portier juste à gauche de la porte, à la même place qu'à l'hôtel de Sully, dont vous avez vu la petite porte. Eh bien, le portier avec sa chambre, et vous débouchez dans la cour avec le grand escalier dans l'angle, comme dans la disposition que j'ai évoquée précédemment, le modèle de Le Muet amplifié ensuite, dans les années 1640, dans la réalisation de l'hôtel Marin. Et vous avez, troisième plan, le premier étage, et donc au-dessus, qui est en fait un rez-de-chaussée surélevé. Vous montez l'escalier de la cour et vous débouchez ici dans la grande salle, avec un petit appartement en prolongement, cette pièce ne servant pas, comme souvent dans des distributions antérieures, de salle à manger, de salette, puisqu'on a ici une aile en retour et la position de la salle à manger de l'autre côté de l'escalier. Et donc vous allez trouver très souvent ce rôle de l'escalier comme pivot entre deux salles, la petite salle et la grande salle, alors que souvent dans les distributions plus anciennes, elles se suivent. Et là, nous sommes autour d'une cour, donc à l'hôtel Salé, la salle à manger était à côté de l'escalier, du côté des cours, et cette position restera celle de la salle à manger dans les hôtels du XVIIIe siècle. Mais ici, on voit que l'escalier est déjà un moyen d'établir une séparation entre les deux salles, et on monte ensuite à l'étage en gravissant l'escalier, et au-dessus de la grande salle, on trouve l'appartement avec cette première chambre, cette seconde chambre alcôve, cette troisième chambre alcôve, puis deux cabinets. Et ceci est déjà par anticipation ce que j'exposerai dans le troisième point, ces nouvelles commodités, ces démultiplications des chambres. Non seulement la chambre est précédée par une antichambre, et ici chambre, cette restitution, je la dois à une de mes anciennes étudiantes, Marie-Hélène Bersani, qui avait étudié l'hôtel Lausanne de façon magnifique en trouvant un inventaire après décès de 1712 qui permet de restituer la distribution vraisemblable primitive de l'hôtel de Lausanne dans les années 1660 au moment de sa construction. Car on peut penser que les usages n'ont pas changé. Mais les appellations dans les inventaires, naturellement, peuvent être un peu décalées. On peut appeler chambre ce qui est une salle à manger, ce qui sert de salle à manger, ou on peut appeler chambre ce qui pourrait être antichambre. Le notaire n'est pas un expert en art de distribution. Alors, s'il ne voit pas de lit, s'il voit un lit, il peut appeler ça chambre, alors que ça sert en fait d'antichambre. Il y a un lit de repos, etc., etc. Ceci pour vous donner simplement une idée de la difficulté de serrer au plus près ces usages, hein, cas par cas. Mais la collection de ces cas particuliers bien étudiés permet, je crois, d'avancer dans un panorama général qui se dessine de l'évolution fine de ces distributions qui sortent des clichés que vous avez peut-être encore en tête parce qu'ils dessinent effectivement les grandes lignes les plus visibles d'un patrimoine architectural qui a pour l'essentiel disparu. Et quand il n'a pas disparu, qui a été très profondément transformé. L'hôtel de Sully n'a plus sa grande galerie, les distributions de l'hôtel, enfin, il faudrait commencer dans l'ordre. L'hôtel de Cluny ne peut plus se visiter dans le sens de la visite du XVe siècle. L'hôtel de Sully a perdu sa grande galerie dans l'aile gauche. L'hôtel d'Avaux a vu sa grande galerie recoupée par des cloisons au XVIIIe siècle, qui ont été à juste titre maintenues dans la muséographie actuelle, etc. etc. Et donc, il n'y a guère que l'hôtel de Lausanne qui donne une assez bonne idée de ces distributions primitives. L'hôtel Salé, il y a quelques vestiges, les espaces communs, mais le détail des distributions est très changé. Et beaucoup ont disparu complètement, comme l'hôtel Esselin, à vrai dire, assez récemment, dans les années 1930.
ce qui a été l'un des plus grands hôtels, l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris. Et donc ici, c'est aussi un hôtel dont le corps principal est sur rue, mais, si je puis dire, il est en double épaisseur et perpendiculaire à la rue. Et d'autre part, pour lui donner belle allure, vous voyez qu'il s'annexe l'hôtel voisin. Ce plan, ici, ne correspond qu'à ceci. Et donc, on traite la moitié de la façade comme s'il s'agissait du centre d'un hôtel à 2 pavillons avec un pavillon central. Et donc, ce modèle de l'hôtel à pavillon encadrant un mur, une terrasse ou un corps de logis un peu plus bas est présent derrière l'image architecturale proposée par Louis Levaux. Et je voudrais terminer cette présentation des grands partis distributifs par une rapide analyse de l'hôtel de Beauvais, parce qu'en première analyse, à première vue, c'est un hôtel qui s'inscrit parfaitement dans ce nouveau parti monumental où, à la manière des palais romains, le corps principal est désormais sur la rue, en double épaisseur. Au rez-de-chaussée, sans doute, il y a des boutiques, ce qui permet de s'isoler, si je puis dire, d'isoler la cour un peu de la rue, et le rez-de-chaussée est occupé entièrement par les services et les distributions. Le vestibule, l'escalier, et de l'autre côté, service de bouche, écurie, remise. Donc le corps principal sur rue, avec ses boutiques, le grand balcon du bel appartement de l'étage, comme vous voyez ici sur ce plan, d'où part donc le grand appartement de l'étage avec sa grande salle, sa chambre alcôve, une petite chambre alcôve, un grand cabinet, une galerie, une chapelle au bout de la galerie. Je ne peux pas analyser tout le détail, c'est des choses assez connues, mais je voudrais vous faire observer qu'on a l'impression donc d'avoir vraiment le parti de plan nouveau corps principal sur rue qui lance une aile de galerie le long de la cour, et ici, de façon assez extraordinaire, la galerie est placée entre la cour, vieux parti, si je puis dire, traditionnel de la galerie, et un jardin suspendu. J'ai perdu ma flèche. Un jardin suspendu que vous avez ici, qui était construit en travers, au-dessus des écuries, du passage et des espaces secondaires du rez-de-chaussée. Ceci a disparu, et d'ailleurs très récemment, puisque la restauration, de façon à vrai dire tout à fait inconséquente, et j'en suis très étonné et scandalisé, pour dire le fond de ma pensée, car j'ai vu les superbes berceaux de ce passage et des écuries avant leur disparition et leur reconstruction. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet. Le sujet, c'est de vous montrer que si on lit le parti de plan, non pas de l'entrée, hôtel sur rue, avec galerie en retour entre cour et jardin suspendu, si on lit à partir de l'entrée secondaire, on retrouve le plan traditionnel, le passage, d'un côté écurie, remise, escalier secondaire, de l'autre les cuisines, au fond le vestibule et le grand escalier qui conduit au corps de logis principal, à l'appartement principal, au premier étage, dont part en retour une galerie le long de la cour et entre cour et jardin. Donc on peut dire que l'hôtel de Beauvais est une sorte de synthèse admirable de tout l'art distributif du premier XVIIe siècle français, avec ce retournement, cette pliure et cette liberté complète de Levaux qui interdit de deviner la distribution de l'étage à partir du rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, vous avez des boutiques et des communs. À l'étage, vous avez un appartement qui se distribue avec sa propre logique. Au rez-de-chaussée, vous avez des remises, des écuries, des cuisines, etc. Et à l'étage, vous avez un jardin, une galerie, une chapelle.
la chapelle étant au fond de l'espace. Et la galerie ici, donc, entre la cour et le jardin, que je ne peux montrer. Quelques autres distributions très rapidement évoquées pour suggérer qu'il y a là, malgré tout, une ligne peut-être de développement du jardin, de l'hôtel, qui est ce désir de se tourner davantage vers le jardin. Madame de Rambouillet, dès le début du siècle, elle dessine son hôtel dans les années 1620, je n'ai pas reporté la date, et vous voyez qu'elle bâtit à partir d'un hôtel plus ancien, elle bâtit un hôtel déjà en double corps, double épaisseur, une aile en retour, et la distribution de son hôtel depuis la rue qui a disparu, qui était l'emplacement de la cour du Carrousel à peu près, donc un mur écran, ici le pavillon des cuisines, derrière les écuries, la cour qui domine le jardin, légèrement en contrebas, on a une aile ici, le grand escalier, au fond, primitivement, la grande salle basse et l'appartement du duc de Rambouillet qui se développait, si je puis dire, en enfilade le long du jardin, qui se déploie sur le côté. Eh bien, à l'étage, Madame de Rambouillet dispose des mêmes commodités. Une grande salle qu'il faut restituer ici, une grande salle, une antichambre qu'elle avait agrandie en formant une alcôve, puis sa chambre, son cabinet et un petit cabinet en surplomb sur le côté, tout ceci pour jouir de la vue sur le jardin. Et vous voyez que cet hôtel sur le côté, qui date des années 1650 et que j'ai pu restituer simplement en partant d'un détail du plan de Turgot et des données du devis, nous montre une disposition assez semblable, moins sophistiquée parce que la parcelle est moins profonde et que l'on ne peut pas justement jouir, si je puis dire, d'une enfilade de pièces ouvrant sur le jardin. Et donc la vue se trouve à l'étage au-dessus de ces pièces, sur le jardin, mais malgré tout, vous avez, comme à l'hôtel de Rambouillet, cette juxtaposition de la cour et du jardin le long de la rue, même si le corps principal, aussi bien à l'hôtel de Rambouillet où il est double, ou ici il est aussi double, mais de façon plus irrégulière, avec une petite cour de service, est au fond de la cour. Donc, vous le voyez, j'ai brossé de façon très, très cavalière, et j'espère pas trop vite pour votre attention, à la fois la permanence de cette structure de plan et en même temps les modifications assez profondes, et les dernières sont importantes, car la dilatation du petit hôtel sur rue qui devient un grand hôtel sur rue, encore une fois, est la figure ancestrale de l'immeuble de rapport qui naît au XVIIIe siècle et se développe au XIXe. Je voudrais vous montrer que, par contre, si on regarde les éléments entrant dans l'art de la distribution des hôtels parisiens, c'est sur une période très courte qu'on voit à une vitesse, à une cadence très extraordinaire, se multiplier les innovations. Ou plus exactement, non pas toujours les innovations, car il y a toujours des précédents, encore une fois, mais on voit se multiplier la diffusion très rapide dans des demeures de statut intermédiaire, d'usage qui étaient précédemment réservés aux rois et aux princes. Le nouveau nœud distributif, vestibule, escalier, vide à la moderne. Le plus ancien exemple est peut-être l'escalier des Tuileries, au Palais des Tuileries, que Catherine de Médicis commence, comme vous savez, dans les années 1664. On avait un vestibule ouvrant sur le jardin, lié à un escalier à vis extraordinaire, s'enroulant autour d'un vide central, dont la volée spiralée était suspendue, sans aucun support interne. Donc, et dont la cage montait en hauteur, c'est-à-dire que l'escalier s'arrêtait au premier étage et que donc on avait un espace unique occupé par la volée spiralée de l'escalier, suspendu sur des
sur un demi-berceau annulaire. Ce nœud, on peut le décomposer tout d'abord. Il y a tout d'abord le vestibule lui-même. Bien sûr, il y a des vestibules dans quelques hôtels antérieurs. À l'hôtel de Ferrare, il y a un vestibule. À l'hôtel de Bretonvilliers, il y a un vestibule au centre du corps de bâtiment. Mais ce sont des vestibules, si je puis dire, très simples. Je les appellerais plutôt des passages. C'est un passage un peu élargi pour passer de la cour au jardin, pour passer de la cour à l'entrée de l'escalier. Il ne s'agit pas vraiment, si je puis dire, d'un vestibule monumental architecturé. Dans les années 1635, et je crois qu'en 1635, les premiers exemples alors il y a des exemples dans les châteaux. Le château de Richelieu présente déjà, dans le dessin de Jacques Lemercier, un vestibule avec des niches architecturées vastes. Au Palais Cardinal, c'est un passage articulé par des niches, mais ça reste un passage, alors que le vrai vestibule monumental apparaît bien au château de Richelieu. Mais à Paris, c'est quasi simultanément à l'hôtel de Liancourt remanié par Lemercier, à l'hôtel Lavrillière, que l'on voit apparaître ces vestibules qui sont... Alors, on regrette la disparition de ce vestibule. Vous voyez, c'est une pièce carrée, couverte par une voûte circulaire qui repose, par une petite calotte, qui repose sur des colonnes, derrière lesquelles sont ménagés des renfoncements formant niche, et qui forment l'axe de la vue perspective extraordinaire, puisqu'il y a une rue dans l'axe du portail de l'hôtel Lavrillière, jusqu'au fond du jardin, et dans l'autre sens, qui se déploie sur toute l'enfilade de cet hôtel, et qui, comme vous le voyez, comme illustre ce que je disais tout à l'heure, dont l'enfilade n'est plus sur la cour comme à l'hôtel de Cluny, mais bien sur le jardin. L'hôtel de Liancourt, lui, ouvre plutôt comme aux Tuileries, plutôt sur le jardin, ne donne pas sur la cour, mais il y a la même idée d'avoir un espace architecturé par des colonnes, tout ceci, malheureusement, disparu. Le premier exemple plus ancien conservé est sans doute le vestibule de l'hôtel d'Avaux, aujourd'hui musée d'art et d'histoire du judaïsme, que je vous montre ici sur son plan. La coupe, avec ces niches occupées par des bustes à l'antique, qui donnent à ces vestibules, si je puis dire, une sorte de caractère d'atrium, au sens, selon le contresens que faisaient les gens du XVIIe siècle, qui n'avaient pas tout à fait l'idée que l'atrium c'était une cour découverte et qui pensaient que ça pouvait être une cour couverte, fermée. Hein, et c'est un contresens que l'on trouve aussi en Italie. Mais peu importe, il est clair qu'on veut donner une allure monumentale avec ces niches, ces pilastres, cette petite calotte surbaissée à ce passage entre la cour et le jardin, et qui distribue l'escalier montant au grand appartement de l'étage et la partie basse. Donc, quand vous visiterez la prochaine fois le musée d'art et d'histoire du judaïsme, entrez par cette porte et percevez bien cette fonction monumentale de ce nouveau pivot de l'escalier, de l'hôtel, qui n'est plus, le lapsus est révélateur, qui n'est plus l'escalier, mais maintenant le vestibule, ou quelquefois le vestibule relié à l'escalier. Alors, il y en a toutes sortes d'exemples. On peut avoir un vestibule carré, ou comme ici, un vestibule, on est chez quelqu'un de beaucoup plus important, un vestibule rectangulaire qui ouvre par des arcades sur le grand escalier. Mais quand Bernin vient à Paris en 1665, Madame de Lionne, vous savez, Bernin adore la conversation des femmes et est entouré de femmes lors de sa visite à Saint-Germain à la cour, et Madame de Lionne veut absolument son conseil sur l'hôtel qu'elle est en train de construire. Bernin se rend dans cet hôtel, examine les lieux et regrette que cet hôtel n'ait pas la commodité, dit-il dans son journal, qui a été récemment réédité, vous savez, par mon collègue Milovan Stanik. Dans son journal, Bernin Chanteloup, qui tient le journal de voyage du Bernin, qui raconte les faits et gestes du grand artiste italien à Paris pendant son séjour au cours de l'été 1665, il lui dit
il dit à cette dame, c'est bien dommage que vous n'ayez pas la commodité que l'on a à Rome de pouvoir descendre de carrosse à couvert. Puisqu'effectivement, dans les palais romains, on a le portail, le passage, et puis on s'arrête sous la loggia, on descend, on a l'escalier au bout de la loggia, on passe dans la cour, le carrosse tourne ou recule, bref, on descend toujours à couvert à Rome. Il est vrai que là, on est bien loin de l'entrée, le carrosse peut s'arrêter devant les marches et il faut franchir la terrasse pour descendre. Bernat, à vrai dire, n'avait pas vu beaucoup d'hôtels à Paris et plusieurs hôtels déjà présentaient pourtant cette commodité. L'hôtel Cincto, un hôtel assez modeste, à côté de l'hôtel de Bretonvilliers qu'on a vu précédemment, où on a un passage, et puis, et là on voit bien la différence entre passage et vestibule, ce passage se dilate pour devenir vestibule, un vestibule qui était architecturé avec des pilastres, des arcades, et sur le côté, vous avez l'escalier. Et donc, le carrosse entre, s'arrête, on descend, et le carrosse entre dans la cour. À l'hôtel de Beauvais, on a aussi cette commodité, le passage, au bout, le vestibule, on descend et on va dans la cour. Bernat a visité l'hôtel de Madame de Beauvais du Faubourg Saint-Germain et n'a pas visité celui-là. Et donc, il a ignoré qu'à Paris, il y avait déjà de très beaux hôtels présentant cette commodité, mais qui n'est possible, en général, que lorsque l'on bâtit sur rue. Pour qu'on puisse bénéficier de cette commodité quand on bâtit entre cour et jardin, il faut vraiment des dispositions exceptionnelles, c'est-à-dire une échappée par l'arrière, comme à l'hôtel Amelot de Bizeuil, où effectivement, comme il y a deux cours, on peut passer sous le corps de logis principal, descendre, et on trouve le grand vestibule qui subsiste toujours, pour monter l'escalier. Et le carrosse peut soit se garer dans les remises, soit ressortir par l'arrière. Là, c'est vraiment les dispositions très spécifiques du lieu qui permettent ça. Deuxième nouveauté qui se diffuse, c'est l'escalier suspendu. J'ai évoqué l'escalier des Tuileries, un exemple encore plus ancien, c'est celui d'un escalier à Toulouse, qui lui a pu être photographié à la différence de l'escalier des Tuileries, et dans les plans, dans les modèles de Ducerceau, on trouve aussi des escaliers non pas suspendus, mais avec des noyaux, avec des piliers centraux. Ce qui va connaître un certain succès à Paris, sans doute, il n'y en a pratiquement plus d'exemples des escaliers à noyaux, mais il y en avait au début du XVIIe siècle, mais ce qui se diffuse, c'est cet escalier suspendu où les volets sont portés par des voûtes plus ou moins complexes sur la cage. Le plus ancien conservé aujourd'hui encore visible, c'est celui de l'hôtel Marin que j'ai déjà évoqué, dont vous voyez les voûtes portées, les volets portés par des voûtes. 1642. Donc entre 1645 et 1645, on voit se multiplier ces hôtels, même dans des petits hôtels ou des plus grands, comme ici, au 16 rue Vivienne. Vous voyez, la cage d'escalier, donc, devient un espace ouvrant quelquefois sur un premier vestibule, mais formant malgré tout elle-même un espace de réception assez monumental, puisque les volets ouvrent sur ce jour central qui peut se dilater et qui peut prendre quelquefois une allure beaucoup plus monumentale, à la fois par la sophistication des voûtes qui les portent, comme à l'hôtel Guénégaud des Brosses que vous pouvez visiter, puisque c'est le musée de la chasse, c'est Guénégaud de Brosses, je crois plutôt que des Brosses, mais surtout parce que cet escalier s'arrête au premier étage et que donc on a au-dessus du palier de l'étage l'espace, la dilatation spatiale de la cage. Et donc une impression naturellement tout à fait différente, non seulement des vis, mais du vieil escalier à volée droite, tel celui du Louvre et de l'hôtel de Sully. Et c'est cette dilatation de l'espace qui va plaire et qui va favoriser la multiplication, la diffusion de ce nouveau nœud, vestibule architecturé, escalier suspendu. Alors à l'hôtel d'Avaux, l'escalier est une restitution
de l'architecte, mais à partir de fragments qui subsistaient, des fragments archéologiques et du limon et des balustres, et d'arrachements encore visibles des trompes, qui rend assez authentique cet essai de restitution. Et là, vous voyez qu'on a un anneau de circulation en hauteur qui permet de circuler, en quelque sorte, de laisser apercevoir le dôme couronnant cet espace. Dans d'autres cas, on a des escaliers plus extraordinaires, comme l'escalier de l'hôtel Lambert qui s'installe dans, si je puis dire, une loggia. Et ceci, je n'ai le temps que d'évoquer, si je puis dire, ce qui fait le trait commun de ces trois exemples, c'est leur caractère singulier. C'est-à-dire qu'il y a un type dominant, c'est l'escalier à volée droite soutenu par des demi-berceaux, comme à l'hôtel Tubeuf, ou par des voûtes surbaissées, comme à l'hôtel Guénégaud-des-Brosses. Et puis, des cas singuliers, où, si je puis dire, l'architecte se fait plaisir en créant ce couronnement annulaire et ce dôme transparent qui imite la réalisation de mansards au château de Maison, et ceci pour évoquer une seconde fois, si je puis dire, les va-et-vient entre les châteaux, les maisons des champs et les hôtels. Les mêmes personnes possèdent un hôtel à Paris, un château aux champs. Ils emploient souvent les mêmes architectes pour l'un et pour l'autre, pas toujours. Et donc, il est clair que les commodités de l'hôtel urbain vont se diffuser dans le château, on l'a vu la semaine dernière, mais inversement. Si je puis dire, les nouveaux traits monumentaux du château, le vestibule architecturé de Richelieu, la cage d'escalier de Blois et de Maison, vont se diffuser à Paris. Il y a un double va-et-vient. Ici, l'escalier de Beauvais qui répond encore à un autre genre avec ses colonnes portant le palier, et puis encore un quatrième cas singulier, même s'il est repris il était repris avec quelques variantes à l'hôtel de Lyon, l'escalier de l'hôtel Salé, où donc vous trouvez le vestibule, trois arcades que vous voyez bien sur le plan. L'arcade centrale contient l'arcade médiane qui monte au repos, et puis vous avez une volée en retour pour le palier, tandis que le retour du palier, la première volée, le repos que vous avez ici sur le plan, puis la seconde volée qui est évoquée en pointillé sur le plan et qui débouche à l'étage sur un vestibule haut, et en retour, ce qui est ici du vide et qui est le palier haut qui permet de rejoindre l'autre côté de l'hôtel. Là encore, cette disposition n'est pas inédite. Elle va se multiplier à Paris, ou du moins il y a deux grands exemples, puisque pour le château de Chambord, on avait imaginé un dispositif très voisin, le modèle en bois qui est connu sans doute, et différents châteaux disparus publiés par Jacques-André Cerceau montrent des formes d'escalier assez voisines. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais encore une fois, il y a des prototypes isolés dans l'architecture royale pour ces constructions particulière. Comme vous le savez, c'est un personnage qui s'est enrichi dans la perception de l'impôt de la gabelle. Donc on est dans une catégorie sociale tout à fait différente de financiers, mais on adopte ces dispositifs et on les miniaturise un petit peu, mais il y a encore, si je puis dire, d'autres singularités, comme cet escalier qui est une sorte de biais sur le thème de l'escalier droit suspendu, une sorte de mixte entre l'escalier droit et la vis, comme vous le laisse deviner cette coupe. Je voudrais avancer quand même pour évoquer le développement de l'escalier, et là encore, c'est autour de 1635. L'antichambre, on peut dater vraiment l'apparition de l'antichambre, qui apparaît ici, vous le voyez, de la salle à manger,
à côté de la salle, le terme de salle à manger, qui existe sans doute comme réalité sous le terme de salette antérieurement. Dans les années 1640, on a des exemples isolés un peu anciens, mais ça devient beaucoup plus général, même, comme vous voyez, pour des petits hôtels, pour des petites maisons en forme d'hôtel. Mais ici, à l'étage, au-dessus, vous avez une antichambre qui précède la chambre. Eh bien, on peut dater ça puisque Pierre Lemuet, en 1623, conçoit un plan, je l'ai retourné pour que la comparaison soit plus facile, très proche de celui que l'on a ici, une chambre et une salle qui devient une salle à manger et une salle au rez-de-chaussée, et à l'étage, une antichambre et une chambre. Donc on voit bien qu'entre 1623 et 1643, 20 ans après, l'antichambre, pour un édifice strictement de même catégorie sociale, s'est introduit dans la distribution. Et on peut même, et pour la chambre à alcôve, on peut même, si je puis dire, dater la chose, semble-t-il, 1639-1640, là encore des précédents. Serlio publie un modèle d'alcôve dans un palais, ce qu'on appelle Palazzo à Venise, un grand palais vénitien. La première alcôve parisienne, on peut la repérer à l'hôtel Lavrillière, et c'est, semble-t-il, Louis Levaux qui est appelé à intervenir dans cet hôtel dont le dessin et la conduite est assuré par François Mansart, mais on s'adresse à un autre architecte, Louis Levaux, pour l'aménagement de cette chambre, on dit à l'italienne, qui comprend une alcôve. Et Lemuet, en 1639, fait un hôtel où le plan, on ne l'a pas à l'étage, mais il est légendé à l'étage. On a chambre et garde-robe, donc au-dessus de la salle à manger, une garde-robe, une chambre, plutôt une petite chambre au-dessus de la salle à manger, une garde-robe et une chambre, il n'y a pas d'alcôve. Et 3 ans après, pour la même catégorie, antichambre et chambre à alcôve. Je reviens à l'hôtel Tubeuf. De même, les plafonds à poutres et solives de la tradition française, si superbes, on va chercher à s'en débarrasser de 2 manières. Soit en essayant de le rénover, comme propose Pierre Lemuet, en supprimant les poutres. Ce qu'on n'aime plus dans le plafond à la française, c'est la scansion de l'espace que l'on a au-dessus de sa tête, de ce plafond, par ces 3 poutres qui semblent peser sur vous de façon un peu, si je puis dire, pesante. Hein. Et donc, on veut libérer l'espace, le regard, et donc, ce que fait Pierre Lemuet dans la grande salle de l'hôtel Tubeuf, il n'utilise que des solives, mais en les serrant, si je puis dire, en les utilisant avec un module un peu plus grand que les solives utilisées entre les poutres, et en les serrant de façon aussi serrée que celle que l'on utilise entre les poutres, c'est-à-dire tant plein que vide, eh bien le plancher tient. Au-dessus, c'est des appartements secondaires, et donc je n'ai pas de vue de l'ensemble de la salle après restauration, mais ceci vous montre bien la surprise des restaurateurs de l'hôtel lorsque, faisant sauter le plâtre du XIXe siècle, on a redécouvert ce plafond qui était par ailleurs documenté, puisque Henri Sauval commande ce plafond en disant que c'est une nouveauté singulière qu'introduit Lemuet à Paris en 1649-50 sans doute. Deuxièmement, l'autre formule, alors plus connue, c'est les plafonds à l'italienne, mais qui prennent quelquefois, malgré tout, une forme un peu française. Faire les voûtes avec de la charpente, des planches enduites et peintes est une manière de faire qui est assez étrangère, autant que je sache, au palais romain ou italien en général, sur lequel on peint à fresque sur des voûtes de briques. Il est clair qu'il y a donc là une transposition française d'une formule italienne, et que cette transposition, elle entraîne d'ailleurs certains écarts. Le développement de la voussure, en particulier, vous voyez, assez forte, qui va permettre de déployer ces décors.
Mais c'est naturellement dans le plafond, et le terme de plafond là est impropre puisqu'il s'agit de voûtes, de plafond à l'italienne, que la percée est la plus forte. Et j'évoque simplement par quelques images, dont une des plus spectaculaires, puisque ce décor a été retrouvé et étudié assez récemment par Joël Barrault dans un article de la Revue de l'Art, dans lequel on voit cette formule de la italienne de la voûte. C'est une chambre du rez-de-chaussée de cet hôtel qui est décorée avec ces tableaux peints en trompe-l'œil, qui évoquent donc comme si des tableaux étaient accrochés à la voûte, et ce qu'on appelle les quadri riportati, des tableaux rapportés comme accrochés à la voûte, autour de cette corniche circulaire dans laquelle l'on voit Endymion, si je vois bien. Les grands appartements sont eux aussi refaits, non pas par l'enfilade qui ne prend que plus d'ampleur, mais l'enfilade, on l'a vu, est un trait naturellement ancien. Par contre, la possibilité d'aller d'un vestibule soit à la galerie, soit à la salle est un trait nouveau, c'est-à-dire d'utiliser la galerie non pas comme espace de déambulation privée, comme elle est à l'hôtel de Cluny et à l'hôtel de Sully, mais comme un espace. Enfin, à l'hôtel de Sully, c'est déjà plus ambigu, puisque c'était du côté du grand appartement du duc et non pas de son appartement privé qui était de l'autre côté, au-dessus de l'appartement de la duchesse. Mais la galerie devient, dans les années 1640, on est ici dans ce créneau-là, même si la peinture de la galerie intervient seulement après la Fronde, la possibilité d'aller dans deux espaces monumentaux ou dans trois espaces monumentaux comme ici, à l'hôtel de Bretonvilliers. Quand on gravit depuis le vestibule l'escalier, on peut aller soit vers la grande salle traditionnelle où l'on a souvent organisé des concerts, soit dans la galerie où étaient exposées des sculptures, si je me souviens bien, soit entrer dans l'appartement où l'on trouve une antichambre, un cabinet, ce que l'on trouve habituellement dans les appartements français, mais ici en retour, une nouvelle pièce, la chambre à l'italienne, alors dans un autre sens, qui a bien été débrouillé par mon collègue Dietrich Feldmann, il y a maintenant longtemps. Chambre à l'italienne signifiant tantôt la chambre avec couvert, non pas par un plafond à la française, mais par des voûtes, et notamment ces voûtes avec voussures angulaires, soit chambre à l'italienne s'élevant sur deux registres, sur deux ordonnances en hauteur. J'ai une petite citation, je crois, à ce propos, pour vous donner une idée de cet espace. Voilà. Henri Sauval ne parle pas de cet hôtel, mais d'un hôtel de la place Royale où ce dispositif a disparu. Cette maison est un bijou où l'on admire un salon à l'italienne, et on peut, en quelque sorte, suivre sa description sur cette vue. Nous sommes à cette hauteur, ici, au premier étage. On est rentré dans le vestibule. On a monté l'escalier derrière cette pièce. On a monté l'escalier, et donc ces fenêtres-là de la chambre, ce sont ces fenêtres-là. Et ensuite, on a les pièces qui se développent le long d'une terrasse. Eh bien, cette maison est un bijou où l'on admire un salon à l'italienne conduit par Levaux. Il est éclairé de deux ordonnances de croisée, l'une sur l'autre, tout environné de vitres au second étage, couronné d'une voûte encore plus riche et enfin embelli d'une alcôve. Donc il s'agit d'un salon-chambre, vraiment d'une chambre, puisqu'il y a une alcôve, mais qui est en même temps désigné comme salon à l'italienne. Et donc, il faut bien comprendre cette coupe. Le salon présente deux hauteurs de fenêtres, et encore, derrière ce fronton se cache une voûte prise dans la hauteur du toit. Et si vous voulez comprendre ce dispositif, il faut aller au château de Maison, où dans les toitures, dans le comble de Maison, on a la protubérance
des dômes qui couronnent les pièces ayant cette voûte à l'italienne. Mais qui, à maison, ne s'élève pas sur 2 hauteurs. C'est-à-dire qu'il y a un développement télescopique de la voûte qui la fait pénétrer dans la toiture. Ici, on a bien 2 hauteurs de croisée, et c'est là, effectivement, cette nouvelle singularité qui est sans précédent en Italie, où on trouve bien de grands salons avec des baies sur 2 étages. Pour avoir souvent un jour haut, en été, on ferme les croisées en bas pour obscurcir et ne pas faire rentrer la chaleur, mais on n'a pas ces voûtes. Ou sinon, dans les salons que l'on trouve au cœur des villas palladiennes, où l'on a effectivement des salons s'élevant sur 2 registres, mais n'ouvrant pas sur l'extérieur. Donc il y a bien là, à mon sens, une invention, là encore française, autour d'un rêve italien. Et c'est, je crois, assez typique de l'architecture de cette époque. Donc, galerie, salle et chambre à l'italienne. Mais heureusement, il y a encore à Paris un exemple, malheureusement très difficilement visitable, c'est l'hôtel donc Amelot de Bizeuil, l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, rue du Temple, où vous voyez la coupe et une vue de cet espace, de la partie haute de cet espace, qui était aussi une chambre dans la distribution de l'hôtel. Donc vous le voyez, ces distributions se sont développées dans toutes sortes de directions. Nouveaux nœuds vestibule-escalier, développement des espaces de réception. J'ai escamoté un chapitre qu'il faudrait faire sur les petites commodités, les couloirs qui permettent d'accéder au lieu d'aisance, le jeu des entresols, très développé, beaucoup plus développé qu'on imagine, au-dessus des espaces secondaires, tout ce jeu de dénivelé qui déjà, dès le milieu du XVIIe siècle, préfigure ce qui va effectivement devenir une des gloires de l'architecture française, c'est-à-dire l'art de la distribution, dont elle se fait gloire déjà à la fin du XVIIe siècle, lorsque, commentant le traité de Palladio, les académiciens disent Palladio est très bien pour les dehors, mais il n'entend rien au dedans. Il ne sait pas placer les lits, il n'entend rien, ce ne sont que des espaces juxtaposés, il n'entend pas cette articulation complexe dont j'espère ne pas vous avoir trop étourdi par ça, qui je l'espère, ne vous a pas trop étourdi. Donc cette complexité des espaces intimes, des espaces secondaires, s'enroulent autour de ces espaces effectivement spectaculaires, réglés par des enfilades qui se déplacent de la cour vers le jardin, espaces spectaculaires qui se démultiplient, mais qui en même temps peut-être sont guidés par, si je puis dire, l'appétence vers le dehors. Galeries, terrasses, balcons, jardins et vues, c'est, je crois, un chapitre qu'il convient de ne pas oublier lorsque l'on essaie de mesurer les déplacements des commodités parisiennes. La galerie sur le jardin, mais qui se termine quelquefois par un balcon, comme vous le voyez ici à l'hôtel Lambert, qu'il ne faut pas oublier, ou les terrasses, comme celle qui se déploie à l'hôtel Esselin. Vous voyez là, le grand salon à l'italienne, et devant l'antichambre et la chambre se déploie cette terrasse qui porte un bassin qui n'est pas sans rappeler ce que je vous avais montré la semaine dernière au château de Vaux. Louis le Vau jeune, à l'hôtel Esselin, en 1641 sans doute, 44, place un bassin sur une terrasse devant les appartements de Louis Esselin, du maître des comptes qui bâtit cette superbe demeure, comme il place un bassin sur les terrasses qui se substituent à Vaux-le-Vicomte aux galeries qu'on a éliminées pour jouir de la vue ouverte sur les parterres qui entourent le grand château de Fouquet. Cette terrasse a une vue sur un parterre qui se trouve là, que vous voyez dessiné sur le plan, sur le côté.
Et lorsqu'on n'a pas de plan, de place, eh bien, on résout la chose par un trompe-l'œil de peinture. Vous avez vu tout à l'heure le trompe-l'œil, la vraie fausse arcade sur la droite de la terrasse de l'hôtel de Sully, faisant pendant à l'arcade qui ouvrait sur le petit jardin. Eh bien ici, face aux terrasses de Madame Amelot, se déploie ce mur qui, là, sur 2 registres, des arcades ouvrant sur un jardin avec un bassin, et ici, vous devinez en fait une sorte de petit balcon où l'on a installé des orangers, et on aperçoit le ciel, donc un bâtiment avec une certaine épaisseur qui n'est pas sans rappeler la loggia que l'on trouve au fond de la cour, de la Villa Giulia à Rome. Donc encore un trait italien, mais un trait italien, si je puis dire, ramené à l'épaisseur d'un mur, à la fiction peinte, comme le suggère ce détail de la gravure et les vestiges photographiés avant leur évanescence grandissante, puisqu'aujourd'hui, on en voit encore moins que sur cette photo ancienne. Et naturellement, les peintres se plaisent aussi à introduire les jardins, ou du moins leurs fleurs, dans les appartements. Et je termine sur cette image qui fait écho à un passage de Sauval qui décrit l'hôtel de Jars, de François Mansart, qui a disparu lui aussi malheureusement, et tout exposé sur les hôtels parisiens au siècle de Louis XIII et sur les hôtels parisiens en général, et souvent si je puis dire, un nécrologue, à l'égard de l'escalier. Donc il évoque le vestibule de cet hôtel, l'escalier par lequel on entre par un grand vestibule parallélogramme qui est couronné d'un petit renfoncement, donc d'une petite voûte, et environné de 4 grandes arcades. Celle des arcades qui tournent sur la droite en entrant, donc imaginez que vous entrez dans cet hôtel disparu, vous entrez dans le vestibule au fond de la cour, 4 arcades, vous entrez à droite dans une arcade, en entrant, elle conduit dans l'escalier, ou plutôt sur son premier et plus grand palier. Sur les 4 murs, les 4 faces des escaliers sont 4 renfoncements de voûte qui portent dans les 4 angles sur 4 espèces de pilastres en pan coupé, terminé d'un dôme, et ce dôme encore couronné d'un renfoncement ou espèce de lanterne. Dans le fond de cette lanterne, Perrier a peint à fresque des petits-enfants qui répandent comme à l'envi des roses et des fleurs sur ceux qui montent et qui descendent. Et je crois que les commodités de l'hôtel parisien, qui se sont déployées effectivement de façon très spectaculaire dans ces décennies heureuses qui vont, si je puis dire, de l'avènement de Richelieu en 1624 à la Fronde, et l'après-Fronde jusqu'à l'avènement de Louis XIV, que j'appelle le siècle de Louis XIII, cette période a été une époque où le plan classique de l'hôtel s'est effectivement considérablement ouvert, débarrassé des structures constructives, libéré des structures constructives pour trouver des plans presque libres qui anticipent ce que l'on attribue quelquefois aux architectes de l'Art Nouveau. En tout cas, Louis Le Vau sait le faire de façon ponctuelle à certains endroits, l'hôtel Lambert en témoigne, et d'autre part, la distribution simple de l'hôtel Sully, et vous le voyez, enrichie, se multiplie, se diversifie, pour s'ouvrir sur la nature, celle du jardin et celle qui est peinte des dehors, donc, et celle qui est peinte dans les dedans. Je vous remercie.